Des hangars remplis de personnes allongées à même le sol en train de faire des lives. Des rues remplies de streamers dans le froid, des visages fatigués mais prêts à tout pour satisfaire leur communauté, car ils savent que s'ils sont pas présents, ils vont être remplacés. Tout ce que vous voyez n'est pas une dystopie, mais bel et bien une réalité. Aujourd'hui, nous allons parler des fermes d'influenceurs et des dérives de l'influence en Chine. Ça fait 4 mois que j'essaye d'écrire cette vidéo et je savais pas par où commencer. Mais si vous voulez bien, commençons par la base. Je suis tombé sur ce documentaire, Love Factory, réalisé par Darius Borenstein, où l'on voit Jin He, une influenceuse chinoise. Elle nous dévoile son monde, sauf que c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Généralement, quand on parle d'influenceurs, on s'attend à voir une personne souriante, avec des conditions un peu de rêve, mais là, c'était pas du tout le cas. On voit une femme triste, au regard vide, et fatiguée, toujours accompagnée de sa manageuse qui lui indique chacun de ses faits et gestes. Elle fait semblant d'être heureuse à la caméra en tenant un rythme, et la pression qu'elle subit est bien plus importante que ce qu'on peut voir en Occident ou en France. Mais peut-être parce que c'est pas qu'une question d'agence d'influence et que le problème remonte à bien plus haut. En vrai, j'avoue, la vidéo m'a beaucoup alerté. Ça m'a donné l'envie d'aller plus loin, et ce que j'ai trouvé, ça m'a poussé à faire cette vidéo. En cherchant un peu plus loin, je suis tombé sur celle-ci. Des hommes, et en vrai majoritairement des femmes, à même le sol, en train de faire des lives en mettant en avant des produits. En gros, une sorte de téléachat gigantesque, mais dans des conditions déplorables de fou. Je veux dire, tourner des lives dans des garages abandonnés, pas sûr que ça soit vraiment fun. Et puis après, encore une autre, où on voit des créateurs dehors dans le froid en train de faire des lives. Et en vrai, quand vous comprenez le pourquoi du comment, en vrai, c'est pas ouf. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est nécessaire de faire un petit point sur comment consomment les Chinois sur Internet. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Je remercie également les personnes qui ont pu contribuer à la vidéo de près ou de loin, et de toute façon, les crédits sont dans la description. Maintenant, on peut commencer. Pour comprendre pourquoi des fermes d'influenceurs ont vu le jour, il faut plonger un peu sur le contexte socio-politique de la Chine. L'urbanisation massive a poussé des millions de personnes des zones rurales aux zones urbaines, à la recherche d'une vie meilleure, mais en contrepartie, brisant tous les repères familiaux et amicaux. Il y a aussi la politique de l'enfant unique, qui a été en vigueur pendant des décennies, et a également contribué à l'isolement de toute une génération. En plus de ça, avec l'enfant unique, on privilégiait plutôt un garçon qu'une fille. Et il y a eu plein de problèmes qui ont été rapportés par rapport à ça. Mais pourquoi je parle de ça? Au fil des années, il y a du coup beaucoup plus d'hommes que de femmes en Chine, et on le ressent dans le contenu. Quand tu vas regarder le type de contenu qu'il y a sur les réseaux, ça va être majoritairement visé pour les hommes. De manière plus générale, on peut ajouter aussi la compétition sociale croissante. Mêler ces facteurs à une société dans laquelle les rapports sociaux sont dictés par la vente et la publicité, on obtient donc une illusion du bonheur basée sur la surconsommation. Et c'est là qu'interviennent les influenceurs, les streamers et les réseaux sociaux. Ils font partie intégrante et sont le résultat de cette culture où tout se vend et que nos vies deviennent un spectacle. Ils passent leur temps à montrer des produits et des lifestyles cool qui vont te pousser à vouloir acheter pareil ou désirer la même vie. En vrai, les créateurs de contenu, ils sont un peu comme des intermédiaires entre les marques et nous, transformant tout ce qu'ils touchent en un symbole de statut et de succès. Et c'est fou à quel point l'apparence et la représentation est importante aujourd'hui. Sauf que l'illusion reste la même. Même si tu peux liker ou commenter ton influenceur favori, on reste quand même spectateur. Et du coup, on devient plus des consommateurs de divertissement que de réels membres actifs d'une communauté. Faut déjà savoir que les sites de diffusion en Chine existent depuis 2005. À la base, c'était de la retransmission d'événements auxquels on n'avait pas l'occasion d'aller, mais forcément, et vous le savez comme moi, ils vont pas s'arrêter là. 10 ans plus tard, le contenu a complètement changé. Nous sommes en 2015 et des centaines de plateformes ont vu le jour depuis. À cette époque, ce sont plus des événements, mais des streamers, favorisant la communication entre les viewers et le créateur. D'ailleurs, en Europe et même en France, on pouvait déjà voir aussi ce type de contenu sur Twitch. Et d'ailleurs, j'ai aussi commencé à pouvoir faire des lives grâce à ça. D'ailleurs, si jamais je fais des lives. Tout ça pour dire qu'on pouvait déjà voir de grandes similitudes entre nos deux mondes. Mais une cassure va bientôt apparaître, et je crois que c'est une question de temps avant que cette différence ne redevienne une similitude. Du coup, comment on est arrivé à vouloir faire des sites de diffusion pour retranscrire des événements à streamer, à métier de streamer? En gros, c'est quoi la monétisation? En Europe, un streamer va gagner sa rémunération grâce à la publicité, que ce soit des opérations commerciales avec des marques ou des pubs plutôt classiques, mais aussi des subs. Et pour les gens qui consomment pas ce type de contenu, c'est un moyen de pouvoir soutenir un créateur chaque mois. Mais je m'en rappelle qu'à l'ancienne, c'était complètement différent. On pouvait faire des dons, mais directement en envoyant l'argent au créateur. Mais bref, le système de sub a pris le dessus, car beaucoup plus
plus simple et puis un peu plus optimisé pour Twitch, parce qu'ils prennent des thunes aussi. De l'autre côté du globe, le système de rémunération, il était déjà assez différent. C'était pas de l'argent qu'on envoyait, mais des cadeaux. Exactement ce qu'on peut voir sur TikTok. Mais bon, TikTok c'est chinois, donc... Et même si TikTok, ça a environ 5 ans que c'est vraiment hype, on peut déjà apercevoir quelques dérives de ce système de monétisation. Je veux rien savoir, la décision, le drapeau a été levé, on n'aura pas sur la décision. So weak. Le lutin est aux arrivants. Envoie l'assaut, Mokhtar. Je peux pas, Chomita. Roses, thank you. Le lutin est aux arrivants. Envoie l'assaut, Mokhtar. Je peux pas, Chomita. Le fait de donner un objet en guise d'argent, on s'en rend beaucoup moins compte que si on donnait de la vraie thune. Et pourtant, on est bien d'accord, c'est la même chose. Bon, le truc aussi, c'est qu'en France, on n'a pas trop d'amour propre. Mais en Chine, c'est un peu tout l'inverse. L'image que tu renvoies en société est d'autant plus importante. Et pour eux, leur stratégie est de paraître le plus sympa possible, souriant, marrant et aussi beau. Mais il faut un juste milieu pour que le consommateur se sente aussi représenté. Tout ce que j'ai pu écrire maintenant, c'est tout ce que j'ai pu voir sur internet, dans les blogs et tout. Je suis allé faire un tour du coup sur le TikTok chinois et j'ai capté un truc. Le contenu posté est majoritairement visé pour les hommes. Et j'ai un peu trouvé ça bizarre de trouver des vidéos pleines de connotations sexuelles avec des musiques kawaiinées. J'avais pourtant pas créé de compte. J'ai fait ça en navigation privée, donc théoriquement pas d'analyse de données. Mais suite à ça, faisons un tour sur les statistiques des consommateurs de TikTok Chine. En Chine, 75% des utilisateurs sur ces applications sont des hommes, et 70% d'entre eux ont moins de 30 ans. Et du coup, c'est sur ça que les créateurs et créatrices comptent. On sait qu'il y a énormément d'hommes en Chine isolés et seuls, et même certains d'entre eux sont bien fortunés. Et c'est là que les streamers vont essayer de les fidéliser, en leur portant de l'attention et en offrant même des cadeaux. Mais forcément, dans ce genre de cas, il y a des dérives. Ces personnes riches et généreuses, on les nomme là-bas les tuaos, et on peut les splitter en deux groupes très distincts. Il y a les personnes seules qui ont besoin d'appartenir à un groupe. Et le fait que ces lives soient animés par un chat, qu'il y a des challenges et qu'il y a plein de personnes qui aiment le même contenu, on s'y sent bien. Et ces personnes vont vouloir se sentir exister plus que les autres. Et du coup, dans ce cas-là, la meilleure façon de se sentir exister, c'est de donner, et de beaucoup donner. L'autre partie des tuaos, c'est un peu plus les malveillants, ceux qui vont fantasmer sur les streameuses et les streamers et qui vont vouloir obtenir des privilèges par rapport aux autres viewers. Et quand j'entends des privilèges, je pense que vous savez de quoi je parle. Bref, si vous voulez, il y a un documentaire que j'ai mis en description qui retrace parfaitement ce que j'ai pu expliquer. Maintenant que tu comprends mieux les choses et les enjeux, le but est de se faire remarquer par ces tuaos. Et quand tu vas vouloir streamer sur une application, il y en a certaines, t'es géolocalisé. Et donc, c'est pour ça que tu retrouves des gens dans le froid en train de streamer dehors. Car ils vont streamer en fait dans tous les quartiers un peu riches pour pouvoir se faire remarquer des tuaos. Ces fameuses agences. Pour ça, j'aimerais vous expliquer avec l'autre documentaire que je vous avais montré tout à l'heure. En début de vidéo, il y a deux indications assez frappantes. En Chine, l'audience pour le live stream dépasse les 560 millions de personnes. Des agences ont vu le jour pour recruter, former et promouvoir des dizaines de nouvelles stars du stream. Ensuite de cette intro, on assiste à des créatrices de contenu en train de faire des lives dans différentes salles, tandis que leurs managers, eux, vont scruter les données. Dès le début de la vidéo, on ressent une pression sur les épaules des créatrices. Et on va suivre notamment Jin He, une streameuse assez populaire et qui reçoit en moyenne entre 30 et 40 000 $ de donations par mois. Ce qui est, on est d'accord, grave ok. Mais c'est pas encore la plus regardée. Alors pour ce type de contenu, c'est vrai que c'est pas du Lotlire ou du Gotaya. Elle va seulement discuter, chanter et même parfois faire des live IRL, toujours accompagnée de sa manageuse. D'ailleurs, elle la suit partout, que ça soit dans ses déplacements, chez elle, voire même au moment de se coucher. Sur certains plans, Jin He semble épuisée et sa manageuse lui explique qu'elle ne pourra probablement pas avoir de jour de congé. Mais comment Jin He a fait carrière? En fait, cette meuf, elle a commencé à faire des lives plutôt suggestifs, bon, en gros des live cam, mais c'était pas forcément son idée. Elle a été poussée par son agence pour attirer davantage une audience masculine. Mais au fil du temps, l'agence s'est rendu compte que finalement, la stratégie elle est pas folle, parce que les hommes qui consomment ce type de contenu, ils ont pas trop de thunes, donc c'est pas rentable. Alors ils ont transformé l'image de Jin He en une image d'une femme cultivée, en ajoutant des faux livres à son décor. On l'a coachée pour apprendre à mieux s'exprimer, puis à s'habiller de façon plus simple pour qu'on puisse l'associer à n'importe quelle chinoise. Et forcément, cette manipulation, ça soulève des questions un peu inquiétantes sur l'authenticité des personnalités en ligne. Et en vrai, même en France. Pour moi, il est crucial de se demander si Jin He a eu son mot à dire pendant tout ça. Parce que si jamais, elle rêve d'être chanteuse, pas streameuse. Mais l'agence a jugé qu'elle était plus rentable en tant que streameuse. Donc elle est streameuse. Grâce à ce documentaire, ça nous offre un peu un aperçu aussi de l'agence et de l'organisation complexe que c'est. On a des salles de maquillage, des salles de danse, des réunions aussi pour expliquer ce qu'il faut faire en tant que créatrice. Par la suite, on passe de l'autre côté de l'écran, du viewer. On découvre alors du coup des consommateurs. L'un plutôt riche, l'autre plutôt
Oh, il est en hesse quoi de ouf. On est vraiment sur 2 cas extrêmes. On a d'ailleurs ce type là qui a dépensé plus de 75 000 $ de dons pour Jin Hee parce qu'il a l'impression de vivre une relation virtuelle. Gros, tu le vois avec sa Garo et son téléphone en train de scruter son live, frère, c'est une dinguerie. Il est un peu tombé dans une sorte de dépendance affective où il pense vraiment vivre une relation unique avec la streameuse. Et du coup, il donne des dons pour soutenir la créatrice, mais surtout pour obtenir son attention. Il y a du coup ce type de fan, et puis t'as les autres, comme celui-ci qui vit encore chez ses parents et qui est totalement absorbé par la streameuse. Le gars est tellement omnibulé par cette meuf qu'il est trop content d'avoir reçu une sauce épicée de la part de Jin Hee. Il a vraiment l'impression d'exister à ses yeux, alors qu'en réalité, elle fait juste son travail. Le tout, en plus, géré par une agence. Je tiens à dire qu'en 2017 est apparue une loi qui limitait les dons. L'État interdit plus de 400 applications de stream, incluant du contenu explicite. Alors déjà ça je trouve ça cool, mais, parce qu'il y a toujours un mais, pour les nouvelles plateformes, ils ont souhaité introduire un code de conduite qui exigeait les streamers à défendre des valeurs un peu fondamentales socialistes. Ouais, c'est la Chine quoi. Avec tout ça, les créateurs de contenu ainsi que les agences ont pris un coup. Une bonne baisse de chiffres assez conséquente, mais jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont trouvé le moyen pour détourner la règle. Pendant la pandémie du Covid-19 est venue une nouvelle façon de pouvoir faire de l'argent. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter les live shopping. Le groupe Alibaba sort la fonctionnalité de vente en direct sur le site Taobao, qui est un peu le site Amazon en Chine. Et le but est très simple. Proposer des live shopping où des créateurs et créatrices promouvoient un produit à leur communauté avec des liens d'affiliation qui proposent des réductions. Et tout ça a offert un marché qui a détrôné et de loin les streams classiques. En 2023, il y a 1,23 million de streamers proposant ce type de contenu et Alibaba héberge plus de 68% sur leur site. Ça génère plus de 500 milliards de dollars par an. Et je sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. D'ailleurs, l'une des streameuses les plus importantes, Wang Wei, a pu générer à elle seule plus de 8 milliards en une seule année. Et petit fun fact, elle a été condamnée pour évasion fiscale. Et quand tu vois tout ça, bah forcément ça donne envie. Et plein de petits créateurs sont prêts à tout pour obtenir cette vie. Et les agences, elles ont bien compris ça. Alors elles offrent des salaires allant jusqu'à 120 $ par mois, wow, crazy, pour créer du contenu dans leurs locaux. Et en plus de ça, ils vont mettre un petit peu en concurrence entre les créateurs. Parce que si t'es pas trop bon, tu dégages. Et en fait, tout ça, c'est commodité par Alibaba. Parce qu'en fait, oui, ils financent toutes ces agences d'influence pour former des nouveaux créateurs et les mettre à la page. Mais bon, en Occident, on est quand même assez tranquille sur ça. C'est vrai qu'ils ont un moyen quand même de fonctionner qui est assez particulier. Et je suis pas sûr que ce type de contenu pourrait vraiment nous intéresser. Laissez-moi vous présenter Amazon Live, un site qui permet de présenter des produits en direct, avec aussi parfois des promotions. Alors voilà où nous en sommes. Est-ce que c'est ça le futur d'Internet? Que les grosses entreprises veulent manipuler l'audience pour consommer plus? À la base, tout ce qui est la création de contenu, c'est fait pour que tu puisses t'amuser, te divertir et créer ce qui te plaît. On est encore libre de pouvoir faire ce qu'on veut, même si j'ai l'impression que quand ça va un peu plus loin, on devient de moins en moins créatif. Merci de m'avoir écouté, et c'est à moi maintenant de vous écouter dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette chose qui arrive, et même si vous souhaitez développer ce que j'ai pu apporter dans la vidéo, n'hésitez pas, si même il y a des gens qui habitent en Chine et qui ont carrément une vision en interne, et en vrai ce serait archi intéressant. Ça m'a fait du bien de revenir enfin sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Buddy. Ciao les refs.